Une entrée théâtrale digne d'un grand créateur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Bonsoir Philippe Denis. Très heureux de vous retrouver ce soir pour cette présentation. Très heureux, Jean-Claude, aussi, parce que tu as fait partie de la première émission de télévision que j'ai faite. Ah, je sais. Puisqu'on parle de date ce soir, c'est en 89. Tu ne forceras pas à dévoiler mon âge, quand même. C'est moi qui vais le dévoiler, peut-être. Mais en 89, ça s'appelait Profil Montréal. Les gens ne se rappellent pas. C'était avant Perfecto, avant Musique Plus, une première émission, et tu en faisais partie. Donc, très honoré d'être là ce soir. Et Philippe, qui a fait un travail formidable. Philippe, qui a un curriculum très important, impressionnant d'ailleurs. Il enseigne à l'École supérieure de mode de l'Université du Québec. Il a fait une maîtrise en études des arts. Il termine un doctorat en muséologie. Bref, Jean-Claude, tu sais très bien t'entourer. Oui, je l'ai bien choisi. Alors, non, mais ça a été tellement extraordinaire parce que j'avais beau écrire ça, j'avais beau commencer à vouloir rechercher tout ça, mais la complicité qui s'est établie avec Philippe a beaucoup à cause de mon exposition au Centre d'art Diane Dufresne, c'était tellement exceptionnel. J'ai vu la qualité exceptionnelle de ce jeune homme-là. Et là, j'ai dit, j'ai besoin d'aide. Et puis, pour toute la recherche iconographique, alors donc, ça a été une complicité de tous les moments. Les éditions de l'Homme ont dit, oui, on en réalise que tu as besoin de Philippe. Et c'était une autre génération aussi. C'est ça qui me plaisait tellement dans cette idée. J'imagine quand l'idée est arrivée de faire ce livre, te connaissant un peu, c'est une chose qui te tracassait ou que tu avais en tête depuis très longtemps, qui était pour toi sûrement essentielle aussi. Ah oui, j'ai commencé à ressentir tellement fortement ce devoir de mémoire parce que, tu sais, en fait, au début du siècle, il y a eu des gens tellement importants qui ont tellement compté pour le monde de la mode, comme Mariana Monahan, Léo Chevalier, Anita Pinault, John Warden, qui sont décédés dans l'indifférence la plus totale, et ça m'a crevé le cœur. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on ne connaisse pas cette histoire-là. On a une telle... Si les Français, si les Italiens sont si fiers de leur mode, c'est qu'ils la connaissent, cette histoire. Et puis je me suis dit, pendant que je me souviens, je vais la rappeler à tout le monde, cette belle et noble histoire. Alors donc... j'y ai travaillé comme ça depuis 15 ans, jusqu'à ma rencontre extraordinaire avec Judith Landry, que je remercie du fond du cœur, parce qu'elle a tout de suite dit « Oui, Jean-Claude, j'y crois, et on y va dans cette belle aventure. » Quand on fait un livre comme celui-là, on se dit il faut prendre un parti pris, il faut faire des choix. Et ce choix ne devait pas être évident. Ce que j'ai aimé du livre, c'est le choix historique de remettre dans le contexte, de remettre dans un contexte international aussi, ça, je trouve ça important. Et après, de se dire, là, il ne faut pas que les gens pensent que c'est seulement un livre sur moi non plus, parce que ça ne se veut pas une biographie, c'est beaucoup plus que ça. Comment se sont faits ces choix, cette orientation? En fait, la première des choses, c'est que je voulais démocratiser l'idée de la mode. Je trouve qu'auprès de beaucoup de gens, c'est encore trop élitiste et tout. Alors ça j'ai toujours voulu rapprocher la mode de la vraie vie, en fait. Et j'ai voulu démontrer à travers ce livre-là qu'à travers la mode, on comprend tout ce qui se passait dans la société, hein, d'un point de vue culturel, Jean-Louis l'a très bien dit, politique, économique. Et donc ça, c'était essentiel. Et je savais que ça n'allait pas être un dictionnaire non plus. Je voulais qu'il y ait de l'émotion, qu'il y ait un supplément d'âme là-dedans. Et puis, j'ai tenté de poser un regard sur tous ceux et celles qui m'avaient marqué, tous ceux et celles que j'avais toujours admirés, mais aussi tous les autres qui étaient là et qui ont fait partie, qui ont modelé chacune des générations et des décennies surtout. Ce que j'ai trouvé formidable, et je vais faire appel à notre technicien parce qu'il faut ramener à la première image, parce que là, on débute par la dernière, mais qui est bien parce que c'est la couverture, ça permet de voir l'ensemble aussi. Et parce que j'essaie de ramener la première image, parce que dans ce livre, il y a un choix d'archives merveilleuse. Et c'est aussi un moment on se rassemble autour d'idées, mais ce qui m'a touché beaucoup, c'est moi qui pensais connaître beaucoup de choses sur la mode, il y a beaucoup de noms que j'ai découvert et des personnalités que j'ignorais. Donc, ça va devenir un livre de référence vraiment formidable. Et ça nous permet, on va faire un peu un cours d'histoire et situer, parce que c'est de 1950 à 2010. Et cette première décennie qui est un peu aussi les débuts avec cette association des couturiers canadiens en 1954, avec un nom presque ignoré malheureusement aujourd'hui, Raoul Jean Fourré. Les gens dans la salle le connaissent peut-être parce qu'on a des amateurs, mais pour l'ensemble des gens, on ignore malheureusement qui était ce monsieur.
Oui, ben écoute Philippe, là tu as tellement à dire là-dessus, s'il te plaît. Alors, quand il a découvert ces photos-là, moi qui m'ont touché en plein cœur, et puis vous allez voir hein, à quel point cette décennie-là est importante parce que c'est la première association. Raconte un peu l'histoire, Philippe. Vous êtes certain? C'est votre livre ou Mais il y a un point qui est peut-être important de souligner, Philippe, et pour l'avoir dit quand on s'est parlé, tu as fait l'effort dans cette recherche d'aller prendre des photos qu'on voyait très rarement ou qui n'avaient jamais été vues. Et ça, je trouve ça formidable d'avoir été plus loin que les photos qu'on connaît qui ont déjà été publiées. En fait, c'est très simple. Je me suis replacé tout simplement comme étudiant en mode. Et que j'étais boulimique littéralement de littérature. Et finalement, quand j'allais dans les librairies, ce que je voulais, c'est le livre qui avait la photo que je n'avais pas. Alors, je les feuilletais, puis s'il y en avait 80%, j'étais comme, on laisse faire. Ben, ça a été justement ce défi-là. Je voulais que les gens découvrent et redécouvrent la mode par des images qu'on avait peu vues ou pas du tout. En fait, ce qui est intéressant sur cette photo-là, bon, il y a celle qui est en bas. On voit M. Fauré en train de travailler dans son atelier avec son caniche royal. Et celle qui est en haut, finalement, c'est une image qui avait complètement disparu. En fait, c'est une image promotionnelle et ça montre malheureusement ce qui est arrivé souvent avec notre patrimoine de la mode au Québec. C'est-à-dire que cette image, je l'ai retrouvée mais ouais, en Floride. Donc, à la dernière minute, je me suis littéralement rué sur cette photo, un peu comme la misère sur le pauvre monde, pour réussir à mettre la main dessus et pouvoir l'inscrire, justement, l'inclure dans le livre, alors Saint-Otaillère de M. Fauré, et dont le chapeau est fait par Irène de Montréal. Donc, vous montrez aussi cette collaboration entre les chapeliers, les couturiers, bon, les manufacturiers de sacs. En fait, on avait une industrie qui était très riche à Montréal. Et malheureusement, on a perdu quelques plumes au cours des décennies. Heureusement, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, on retrouve cet élan dans la mode québécoise. Puis je pense que M. Poitras, quand arrive le temps des années 2010, montre justement comme quoi on a ce regain actuellement. Absolument. Une femme importante, Marie-Paul Nolin, dont on souligne le nom dans la présentation. Et il y a une formidable anecdote, et il faut la raconter, même si elle se retrouve dans le livre. En fait, moi, je suis allé étudier la mode à l'École des métiers commerciaux en 1967. Et un jour, c'était le début de l'automne, et c'était une journée absolument formidable. Et comme souvent, j'étais le grand rêveur, timide, plutôt que de me mêler à tout le monde, j'allais dans le parc. En fait, c'était le carré Vigée, où je me rendais souvent manger mon sandwich sous les arbres centenaires. Et puis, j'ai toujours été amoureux du Vieux-Montréal. Et un jour, je suis allé marcher sur la rue Bon-Secours, et tout à coup, j'arrive et je vois une plaque sur une très, très belle maison patrimoniale qui disait « Marie-Paul, salon de couture ». Alors, je me suis dit, mais est-ce que c'est ici qu'est Marie-Paul? Parce que c'était une référence absolue pour moi. Et dans mon ignorance, dans ma timidité maladive de l'époque surtout, eh bien, j'ai osé appuyer sur la sonnette. Et qui m'a ouvert? Marie-Paul, la grande Marie-Paul. Puis je pense, devant tant de naïveté, j'arrêtais pas de m'excuser et tout ça. Elle me dit, mais jeune homme, calmez-vous, je vais vous faire visiter mon salon de couture. Alors donc, j'ai passé un après-midi extraordinaire à faire l'école buissonnière en compagnie de la grande Marie-Paul. Et 20 ans plus tard, j'allais habiller Patricia Nolin, sa fille, qui a tout de sa superbe, évidemment. Elle a vu vos débuts, Madame Nolin, également, Marie-Paul Nolin. Est-ce que vous étiez toujours en contact avec elle quand vous avez débuté vos collections? Non, pas vraiment. Après coup, je voulais garder ça dans mes souvenirs, ce moment exceptionnel où la grande dame m'avait fait visiter son salon de couture, son atelier et tout ça. Mais j'ai voulu garder ce moment-là très précieux dans mon jardin secret. France Davis aussi, non méconnue, malheureusement, dame importante également. Mais oui, en fait, on n'a tout simplement pas pensé à mettre une photo d'eux. Mais ce qui est intéressant avec Mme Davis, c'est en fait, ce sont les seules photos, surtout dans tous les archives finalement qui ont été consultées pour créer le livre. Ce sont les rares photos que nous avons trouvées des défilés auto-élégance. Donc Jean-Claude qui nous parlait de cet événement qui était finalement à l'hôtel Saint-Gabriel. Mont-Gabriel. Mont-Gabriel, pardon. Et
ce sont les rares photos qui ont été conservées. Donc, on voit ces femmes dans de magnifiques tenues créées pour l'occasion, agencées avec les autos de collection. Alors, tu sais, femmes et autos, il faut croire que ça ne date pas d'hier. Et alors, on les retrouve finalement. Mais ça, c'était fabuleux quand même, parce que, bon, moi, j'avais connu les dernières années d'auto-élégance, et tout ça était coordonné par une dame formidable qui était la grande complice d'Iona Monahan, la journaliste, et qui était Robert Bolduc, qui coordonnait tous ces défilés-là dans les jardins du Mont-Gabriel, avec ses voitures anciennes et tout ça. C'était fabuleux. Et moi, j'étais le petit jeune qui débutait là, avec mes héros, entouré de mes héros, de Michel Robichaud, à Léo Chevalier, à Marielle Fleury, bien sûr, et tout. Mais il y a un personnage de cette époque-là qui, pour moi, est un incontournable. Puis on a la chance, je crois qu'il est là ce soir. Jacques de Montjoie. Alors, Monsieur de Montjoie, hein, j'étais là à l'Expo 67, imaginez, lorsque il a fait défiler sa fameuse cape. On va la voir un peu plus formidable. tard. Où ont été trouvées surtout les fameuses archives, cette recherche? Est-ce qu'il y a des lieux en particulier qui vous ont aidé, ou c'est très éparpillé? En fait, c'est très éparpillé. Je vous dirais que les créateurs ont eu, ou du moins leur famille, ont eu le bon réflexe de verser les fonds à des institutions muséales, que ce soit Musée McCord, Musée de la civilisation, BANQ, merci de les avoir acceptés, merci aussi de m'avoir donné accès. Mais donc, je voudrais que pour les années 50, 60, 70, on réussit à bien s'en sortir avec les archives publiques. Par contre, il va y avoir un travail à faire pour les prochaines décennies. Donc, la majorité des créateurs sont encore vivants. N'ont pas eu, sont soit certes vivants, mais encore actifs. Donc, la majorité des archives, ce sont eux qui les conservent actuellement. Alors, sans dire, pour le livre, nonobstant que je suis quelqu'un de plutôt réservé et timide, c'était d'envoyer des courriels et puis finalement d'appeler, tout simplement, pour avoir l'occasion de rencontrer. Dans les formidables photos, on voit cette mannequin célèbre du Québec, Hélène Bédard, et cette photo prise à la place du Canada. Oui, tout à fait. Donc, il était amusant aussi de montrer les coulisses. Parce qu'à l'époque, ces studios de photos, les gens ne pensent pas nécessairement qu'il y avait cette facilité de produire la photo, mais il y avait de très bons studios à Montréal et de très grands photographes déjà à l'époque. Et c'est bien aussi de souligner Arnaud de Scazi, couturier de Montréal, mais qui a fait une grande carrière aux États-Unis, qui a habillé Madame Bush, entre autres, dans ses dernières clientes, mais qui a été un homme important dans l'histoire de la mode du Québec. Totalement. Et on a heureusement des très, très, très belles pièces au McCord de M. Scazi, lorsque le Musée de la mode a fusionné avec le McCord pour lancer ce beau message de mobiliser les forces et tout. Au Musée de la mode, on avait de très, très belles archives de M. Scazi, qui a d'ailleurs habillé plusieurs vedettes hollywoodiennes. Hein. Et il faut dire aussi que dès que l'association des couturiers a été fondée, dès 1954, on a décidé tout de suite de s'ouvrir à l'international en allant montrer ces collections-là à l'Hôtel Pierre de New York. C'était pas rien. Années 60, vous parliez de Jacques de Montjoie, qui est dans la salle ce soir. C'était bien de souligner sa présence parce que c'est un nom important, un incontournable, et c'est formidable qu'il puisse être présent ce soir et qu'on voit cette fameuse cape qui a été controversée, qu'on a découvert d'une certaine façon à l'exposition du Musée McCord l'an dernier, cape très particulière dont le croquis est magnifique. La cape est introuvable. Ça, le document vient grâce au musée, d'ailleurs. Oui, mais Jacques m'a raconté, en fait, hein, que suite à ce scandale qui a été couvert, en fait, dans le monde entier, même par Paris Match et tout, parce que ça avait provoqué une suite, parce que c'était pour venir, évidemment, dénoncer la guerre du Vietnam. Donc, elle était maculée de rouge, cette robe et cette cape. Eh bien, ça a été, en fait, acheté par une Américaine qui qui manifestait partout aux États-Unis contre la guerre du Vietnam. Alors, elle a porté cette cape de M. de Montjoie dans toutes ces manifestations contre la guerre du Vietnam. Et ce qui avait de formidable, parce que là, c'est tellement significatif, vous savez, parce que dans mes années d'Eton, il y avait des illustratrices à Montréal tellement extraordinaires. Regardez, ça, c'était une publicité, hein, Philippe, je crois, pour Eton. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. En fait, c'est une des publicités qui a été... En fait, c'est l'ébauche d'une des publicités pour un défilé organisé
justement par Eaton, mais pour rendre hommage à John Marden. Oui, voilà. Donc, toute une série, en fait, de mémoire, là, il y en a à peu près 4 ou 5 de ce même style. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi que Eaton, en fait, avait 2 groupes d'illustratrices. Bon, en fait, d'illustrateurs et illustratrices. Vous aviez Toronto, qui était d'un style un peu plus conservateur, qui s'appuyait finalement sur l'esthétique qui était en vogue aux États-Unis. Et puis, à Montréal, on avait 2 illustratrices, qui ont complètement révolutionné, donc aller vers des aplats, vers des mouvements, un coup de crayon qui était très différent de ce à quoi on était habitué. Alors, montrer finalement que le Québec, alors que je me souviens quand j'étais dans mes débuts en mode, on disait, ah, vous savez, le Québec, vous étiez toujours en retard d'une décennie. Ah, ben ce livre prouve finalement que non. On l'oublie, mais finalement, le Québec a été à cette avant-garde. Et puis, puisqu'on parle de Eaton, on l'oublie, mais le premier grand magasin qui a acheté Christian Dior en 1947, c'est Eaton. Alors, Dior était le dernier à défiler dans la semaine de mode. Tous les acheteurs américains avaient repris le bateau. Mal leur en pris, ils se sont fait dire en plein milieu de l'Atlantique, ben retournez de bord parce que malheureusement, vous êtes partis trop vite. Il y a un nouveau créateur qui vient de sortir et il faut le suivre. Ben, Eaton était encore à Paris et a passé la commande. Donc, mais tout ça, on les oublie. On oublie justement ces illustratrices qui étaient à l'avant-garde et qui ont modifié finalement la façon de présenter la mode. Et ce qui me semblait très important aussi, pour moi en tout cas dans ce livre, c'était de démontrer que l'ensemble de l'industrie de la mode, l'ensemble, c'est-à-dire qu'on parle souvent des créateurs et des créatrices, mais moi je voulais rendre hommage aux mannequins, aux photographes, aux détaillants, aux fabricants aussi. Je crois qu'on est une grande famille et ce livre-là veut célébrer cette grande famille. D'ailleurs, il y a quelques photos. Une photo, entre autres, de cette mannequin fabuleuse, Joanne Harel, première mannequin noire d'importance ici au Québec. Et c'était très avant-gardiste que Michel Robichaud a utilisé pour plusieurs séances de photos aussi. Et ça, je trouve ça formidable de voir cette mannequin qui était divine, d'ailleurs. Ah, elle était absolument magnifique, absolument. Important de souligner, naturellement, Marielle Fleury. On voit cette... oui, parce que là, Stéphane, ce qu'on s'aperçoit dans les années 60, c'est que tout à coup, non seulement il y a cette nouvelle vague de jeunes créateurs qui arrivent, un peu comme en France, là, et qui imposent le prêt-à-porter. Mais évidemment, ça semble cliché de dire ce qui s'est passé avec l'Expo 67, mais tous ces créateurs-là, de Michel Robichaud à Marielle Fleury, à John Marden, à Serge Réal, ont créé aussi les costumes des hôtesses de cette époque-là. Et là, on va voir les premiers mariages, associations, partenariats avec les fabricants, qui étaient plutôt traditionnels, avec tout à coup ces nouveaux créateurs qui vont amener l'originalité, la signature montréalaise. Quand M. Roy parlait qu'il y a 4 livres dans un seul livre, il y a aussi les souvenirs. Et j'ai mis cette photo parce qu'elle est formidable. Et parce que aussi, 67, c'est une année charnière pour vous. C'est la découverte du monde. Le grand virage de ma vie, en fait. Parce que j'ai eu des parents formidables qui m'ont laissé aller étudier ce métier insécurisant, qui est plein de clichés et tout. Mais devant la passion que j'avais pour la mode, ils m'ont laissé quand même aller étudier. Il y avait 2 grandes écoles, l'école des métiers commerciaux où j'ai étudié, mais il y avait aussi cette école privée formidable qui s'appelait Côte-Noire-Caponi aussi. Oui, vous soulignez les écoles également dans ce livre. Et ça aussi, c'est important. La formation est essentielle. Et comment donc, la part des écoles ici, c'est fabuleux. Et maintenant, les musées qui deviennent des vitrines pour la mode d'ici, c'est fabuleux également. Les années 70, et là devient aussi, c'est vos débuts également en tant que créateur, mais Francine Vandelac, qu'on oublie un peu, qui est la photo en haut. D'ailleurs, est-ce que c'est Dominique Michel qu'on voit sur la photo? C'est ce que je me demandais, la mannequin. Ah non. Non, d'accord. Il y a une ressemblance, je me disais ça. Parce qu'elle joue au mannequin de temps à autre, ça aurait pu. Mais qui a été une dame importante aussi dans les années 70. Ah, Dominique et Dodo, moi j'ai fait... mais je me souviens très très bien que lorsque j'ai gradué à l'École des métiers commerciaux, j'avais créé une collection complète pour Dodo et Denise, moi et l'autre. On les regardait chaque semaine pour découvrir la mode tellement actuelle et tout. Elles ont eu une influence, toutes les deux, exceptionnelle.
Léo Chevalier, Léo, important créateur québécois. c'est lui qui m'a parrainé. C'est lui qui m'a appelé en disant « Jean-Claude, ça fait 3 collections que je vois de vous. Je veux être votre parrain avec Anita Pinault pour que vous entriez dans l'association des designers. » À ce moment-là, ça s'appelait des dessinateurs de mode canadiens qui réunissaient autant les dessinateurs de mode, comme on les appelait à l'époque, de Toronto que de Montréal. Et c'est aussi le début des licences, aussi, ces ententes avec les manufacturiers. Monsieur Chevalier a été un des pionniers à ce niveau-là avec Michel Robichaud. Tout à fait. Ça a été majeur aussi dans le développement de certaines maisons, cette présence, et aussi d'ouvrir les mentalités, c'est-à-dire d'accepter qu'il pouvait y avoir des licences entre les créateurs. Et on voit là, avec cette photo-là, quand à l'ouverture de Régine, parce que c'était les années disco aussi. Oui, il commençait à voir les défilés dans les boîtes de nuit. Oui, parce qu'il y avait Régine qui avait ouvert à Montréal, il y avait aussi Castel qui avait ouvert sur la rue Crescent. Et donc, on avait un personnage extraordinaire qui s'appelait Douglas Léopold Coco, qui faisait ces défilés incroyables dans les discothèques de Montréal. C'était absolument fascinant. Oui, il a beaucoup contribué d'une certaine façon à faire connaître la mode d'ici. C'est sûr. Et son énergie, son enthousiasme. Et aussi son succès commercial à la radio faisait que c'était des noms qui permettaient de circuler sur des ondes de radio qui n'auraient jamais parlé. C'était formidable parce qu'il faisait le lien entre la communauté anglophone, francophone. Alors, c'est ça qui est extraordinaire dans cette industrie-là, hein, le multiculturalisme de Montréal. Moi, ça m'a toujours fasciné. Moi, ce sont d'abord les manufacturiers juifs anglophones qui m'ont donné ma chance, les détaillants aussi anglophones, mes ouvrières portugaises, haïtiennes, mes patronistes extraordinaires, des Italiennes et des Italiens. Alors, c'était ce melting pot extraordinaire qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la mode. Et en 70, c'est les débuts de Canuck. Les gens l'ont oublié. Les débuts de Santana Jeans. Ariane Carl aussi débute à cette époque. C'est formidable le nombre de personnes qu'on retrouve dans le livre. Et les débuts de Boff, cette fameuse collection que vous avez créée en 77. Boff. Il y a quelque chose à raconter là-dessus, je pense, parce que c'est drôle, parce que j'avais été engagé par un fabricant, un très grand fabricant, Beverini et Hockey-Sanf, c'était le père et le fils, Beverini étant une division de Hockey-Sanf. Et là, j'ai découvert à quel point la qualité que l'on avait de manufacturier, parce que moi, quand j'ai commencé chez Hockey-Sanf, M. Sanf me montrait ces merveilleux tissus. Alors, je vivais dans l'univers de Chanel, là, parce qu'il avait la licence pour fabriquer les vrais costumes tailleurs Chanel pour toute l'Amérique du Nord, donc aux États-Unis. Les tailleurs Chanel qu'on retrouvait à New York et tout étaient fabriqués ici, à Montréal, chez Hockey-Sanf. Et ce qui s'est passé, en fait, son fils, qui m'avait donné ma chance, il voulait que je continue la collection qui s'appelait à l'époque Beverini. Et puis, il m'a laissé aller. Et puis, j'ai créé une collection qui était complètement à l'opposé des tendances de l'époque. Alors, j'ai fait une collection très, très masculine, minimaliste, et tout ça qui n'était pas du tout dans le goût du jour. Alors, c'est pour ça que j'ai été identifié au départ dans un esprit très masculin-féminin. Et à 2 semaines avant d'ouvrir la collection, lorsqu'il a vu ça, il a dit « Mais Jean-Claude, ça n'a plus rien à voir avec la collection Beverini, on va perdre tous nos clients et tout ça. » Alors, il m'a dit « Écoute, il faut trouver un nom. Alors, demain, tu me reviens avec un nom, et puis ça passe ou ça casse. Hein. » C'était une belle façon de m'encourager. Alors, moi, spontanément, j'ai dit « J'ai pas besoin d'attendre à demain, ça va s'appeler Boff. » Et Boff, parce que j'avais envie de l'envoyer promener et que je suis de la génération de Gaston Lagaffe. Mais là, tout de suite, il m'a dit « Mais Jean-Claude, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Boff ?» Et comme c'était un anglophone qui ne parlait pas français, je me suis dit que je vais avoir du mal à lui raconter d'où ça vient et tout. Alors, pour simplifier le tout, j'ai dit « Well, it's for best of fashion. » et puis, c'est là où finalement il dit alors Boff est né d'un coup de tête, d'un coup de cœur, et puis alors heureusement ça n'a pas été un succès immédiat, mais ça a été un succès, disons, les médias ont d'abord cru en Boff, et puis quelques magasins clés, et ça m'a permis de continuer, et puis finalement Boff a été célébré tellement dans les années qui ont suivi. Les années 80, les 3 Michel que j'ai mis sur cette photo, Michel Vaudrin, Michel Rabida et Michel Desjardins. Mais il y a beaucoup d'autres noms aussi. C'est les débuts d'une boutique québécoise qui ne vendait que des créateurs québécois sur la rue Saint-Denis, Revanche.
Et il y a aussi Georges Lévesque qui a débuté à Ah, ce moment-là. Georges, Mais Michel Vaudrin, c'est un beau souvenir parce que c'était le roi de l'excentricité, Et c'était comment? l'enfant terrible de la mode, Ah en fait, oui, le véritable. totalement. Il fallait toujours qu'il nous étonne, qu'il nous surprenne avec des tenues c'était du cirque, c'était le cirque du soleil avant son Oui, temps. complètement. C'était totalement éclaté. Et puis, on voyait la grande, belle tradition de la couture chez Michel Desjardins qui continuait cette belle et grande école. Et puis, Michel Robida, quel costumier exceptionnel. Mais Philippe qui a... D'ailleurs, un très beau croquis, Philippe, tu peux commenter parce que c'est pour notre Céline nationale, ce dessin. Bien oui. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il va y avoir une rétrospective sur Michel Robida et je travaille actuellement sur ce croquis. Alors, je peux en parler en long et en large. En fait, le croquis a été réalisé pour l'événement qui va être fait pour compenser l'absence d'un lancement de l'album Incognito. Alors, on va contacter finalement la Société Radio-Canada pour demander s'ils sont intéressés à faire un événement. Et puis, Michel va être tout simplement approché pour réaliser tous les costumes. En fait, cet événement télévisuel correspondait à toute une succession on pourrait dire de vidéoclips. Alors, il fallait vraiment créer un ensemble pour. Et bien, vous avez un de ces fameux ensembles là, qui va être créé par Michel Robida et qui aura l'occasion par la suite d'habiller Céline Dion pour différentes occasions, dont lorsqu'elle gagne le prix de la chanson, concours qui se passe en Irlande à l'époque et là que je viens de manger le nom, mais où elle chante finalement Ne partez pas sans moi. Donc, c'est Michel Robida, là, et qu'on connaît aussi par la suite là, pour tous ses vêtements qu'il va créer pour Diane Dufresne, Julie Snyder. Mais ce croquis là, qui est vraiment fait pour cet événement, là, pour compenser l'absence. Costume formidable qu'il a fait pour Diane Dufresne, qui sont exceptionnels et qui restent dans les mémoires et qui font partie. Et Julie Snyder aussi. Oui, absolument. Les années 90, on y arrive avec toute cette génération, ce boom incroyable. La liste pourrait être très longue de créateurs, mais des gens que vous aimez bien. Yves-Jean Lacasse, Christian Chenaille, Jean Héroldi, Nadia Toto. Mais il y a aussi les débuts de Marie Saint-Pierre, à ce moment-là, Philippe Dubuc, tant d'autres dont j'en parle, tous ces gens extraordinaires. Ah non, c'était une grande cuvée, jusqu'au milieu des années 90, où là, tout à coup, il y a eu quand même des faillites de grands détaillants, des fabricants qui ont décidé d'aller produire en Orient. Alors, il y a eu, comme au milieu des années 90, quand même un creux de vague. On dirait que tout à coup, les créateurs se sont réfugiés dans leur atelier boutique. Ils étaient moins soutenus par les grands magasins. Alors donc, après ces années où Revanche exposait, dévoilait tous les créateurs d'ici, et bien tout à coup, il y a eu comme ce moment un peu de recul. Et heureusement, on a bien traversé ce temps-là aussi. Des gens qui faisaient de formidables événements aussi, des défilés avec des mises en scène formidables. Comme un talent fou. Et ça aussi, c'est de très, très beaux souvenirs. Et même les gens ont oublié que Jean Héroldi avait été créateur de mode. Maintenant, ils pensent que c'est seulement un animateur. Oui. Il a débuté dans la mode. Puis il y avait toujours un sens de l'humour extraordinaire. Oui, absolument. Les années 2000, là aussi, explosion de talent avec des gens extrêmement bien formés qui ont cette notion de l'international. Parce qu'on parle toujours aux grands, des gens qui voyagent aussi. Oui, et puis là, on voit tellement bien le multiculturalisme de Montréal. C'est une richesse extraordinaire entre Joseph Elmer et Yinga O et Iso et Renata Morales. Alors donc, ça participait à la richesse de la mosaïque montréalaise. 2010, l'histoire se poursuit encore. Et le nombre ne diminue pas de créateurs. Au contraire, même si c'est une industrie qui reste un défi, on voit encore beaucoup de talents émerger. Et ça doit être formidable et inspirant pour vous. Et comment donc, mais aussi Philippe qui les a tous côtoyés, ceux-là. Et Dieu sait que moi, je pense qu'on arrive là à des années extraordinaires. Moi, sincèrement, je suis tellement positif par ce qui se passe en ce moment. Vous savez, dans les écoles, on leur a appris aux jeunes à travailler dans l'idée de la co-création, la pensée design. Il y a ce si beau mot qui existe en mode et qui prend tout son sens maintenant, ensemble. Et là, on dirait que tous les joueurs de la grappe mode, au festival mode et design, les musées même, les écoles, mais toutes les écoles, là, ça va du centre des métiers, du cuir, au centre d'impression textile, à tout. Il y a comme une espèce d'une nouvelle solidarité qui, moi, m'emballe totalement.
Philippe, quelle était la réaction des jeunes créateurs quand tu les approchais? Oh, très simple. Oui. Non, en fait, je crois vraiment que la nouvelle génération, et même la génération de 2000, bon, en fait, 2000, ce qui est un peu biaisé, en fait, si on y retourne, je ne sais pas si vous êtes capable De revenir? Oui, de Je revenir. peux essayer. Bon, enfin. Mais en Oui. fait, 2000, bon, pour moi, c'est sûr que ça correspond à quelque chose, parce que c'est les années où j'ai commencé à étudier en mode, puis vraiment à y travailler. Alors, je retrouvais des créateurs que j'avais énormément appréciés, où j'avais réussi à me glisser dans leur défilé, nonobstant le fait que je n'avais pas d'invitation, mais c'est pas grave, j'y arrivais. Alors, c'était très intéressant de retrouver ces créateurs-là que j'avais tant aimés. Bon, je pense à Ying, bon, ça c'était quand même assez facile, c'était une de mes professeurs à l'époque. Iso, je veux dire, mais quelle belle... en fait, Un grand créateur. oui, c'est un grand créateur, mais c'est surtout une belle rencontre, considérant que j'avais eu la chance de voir son premier défilé. Alors, tu sais, 20 ans plus tard, de le retrouver, j'ai wow. Et puis Denis C'est- Véraud, c'est- qui est omniprésent dans le livre aussi, Oui. qui était une figure et qui continue d'être une figure tellement marquante. Puis de 2010, bon, en fait, je veux dire, c'est une nouvelle génération qui est prête à défoncer des portes, qui a envie de renouveler la mode au Québec, qui a envie de repousser encore les limites, de prouver l'excellence, et qui sont aussi soutenus. Jean-Claude parle au niveau des institutions muséales, des institutions universitaires ou collégiales qui viennent supporter. On pense aussi à la Grappe. Donc, c'est une génération qui est prête à tout. Et puis, je veux dire, j'ai eu aucune porte qui s'est fermée devant moi. J'ai envoyé un courriel et habituellement, à l'intérieur de 2 heures, c'était « oui, on embarque ». Et puis, ben, immanquablement, je me disais toujours, bon, je fais une recherche iconographique, à la limite, je vais aller les rencontrer, bah, ça va être vite fait, 15 minutes. Ouais, ben, il y en a que les rendez-vous ne sont pas encore terminés. Mais aussi, il faut dire que ça ne concerne pas uniquement ce livre, la mode féminine. On peut avoir cette impression-là, là. Mais la mode masculine est omniprésente avec, dans les années 80, dénommé Vincent, Turbulent, Simon Sebag, et puis Philippe Dubuc, évidemment, dans les années 90 et tout. Alors, il y a tout ce profil aussi, et même je parle de la mode enfantine et tout. Et je crois que c'est... Quel sentiment t'habitait quand tu étais plongé dans la préparation, la plus grande angoisse possible, la solitude, parce que c'est tellement un geste solitaire de m'enfermer des week-ends entiers devant la page vide, devant la page blanche. Et je me disais, mais j'ai retrouvé exactement comme quand je crée des collections, tu sais, la même angoisse où ça se passe dans la solitude la plus totale, et puis tout à coup, je voulais pas décevoir, je voulais tellement pas décevoir comme d'habitude, je voulais tellement aller au bout de tout. Et puis, ça a été tellement une relation. Et puis, il y avait Philippe qui me disait, mais non, Jean-Claude, tu es capable d'aller. Et puis, il y avait cette équipe des éditions de l'Homme qui m'a soutenu à chaque moment, qui m'a challengé tellement aussi. Mon éditrice extraordinaire, Émilie Mongrain, qui me disait, là, Jean-Claude, c'est un langage trop hermétique. Là. C'est seulement les gens de la mode qui vont comprendre ça. Tu me disais que tu voulais démocratiser la mode. Alors, donc, tous ces challenges-là, c'était tellement extraordinaire, mais dans la complicité, le plaisir formidable. Et puis ensuite, il y a eu la belle complicité avec José Amiot, la graphiste, qui, avec son raffinement et tout ça, elle a tout compris de ce que je voulais, mon esthétisme. Et donc, ça a été toute cette équipe, là, je me suis senti soutenu, porté par un désir de tellement bien faire les choses et d'aller enfin jusqu'au bout des choses. Et de posséder, vous aviez une règle aussi, j'ai trouvé intéressant de le souligner, de ne pas mettre tes créations. C'est-à-dire que le livre est vraiment, il y a une partie de souvenirs, mais de rendre hommage véritablement à la création d'ici. Oui, j'ai voulu poser un regard sur tout ce monde que j'aime tellement. Et je voulais aussi démontrer que la mode, ce n'était pas simplement cette petite chose futile et superficielle. Et ça, c'était tellement important. Je veux que les gens posent un autre regard au-delà des clichés habituels. Et je crois que ce livre-là, c'est ça que ça se veut. Au-delà de l'image, de l'autre côté du miroir. Merci Jean-Claude pour ce travail de mémoire. Merci beaucoup.
C'est un livre essentiel, vraiment à découvrir, et je vous invite à le lire, à le découvrir et à le feuilleter, le garder précieusement. Et la mémoire, c'est important. On a toujours cet adage « je me souviens ». Malheureusement, on sait que le « je me souviens », on l'oublie trop rapidement. Et je tiens sincèrement, à titre personnel, je remercie le fait d'avoir été invité ce soir pour participer à cette soirée, parce que j'apprécie la qualité du travail et ta qualité d'âme aussi. Vraiment, merci beaucoup. Si je peux... Si je peux préciser quelque chose aussi, c'est que tu m'as accompagné dans tellement d'aventures extraordinaires. Tu étais celui à qui j'avais ouvert la porte, tu te souviens? Lorsque j'avais dessiné les collections du château, tu avais été le seul que j'avais autorisé à venir lors de la session de photos avec Monique Richard, la grande Monique Richard, comme photographe. Et puis la belle aventure là va se continuer dans le hall, là, avec le cocktail bien sûr, mais aussi je vous demanderai de venir voir cette espèce de perle et d'écrin de beauté qui est la nouvelle boutique de la grande bibliothèque, parce qu'on m'a mandaté il y a 1 an et demi d'être le directeur artistique de toutes ces collections-là qui sont basées sur les archives de la grande bibliothèque, et c'est toute notre histoire que j'ai retrouvée là. Alors, on a décliné ça sur de la papeterie, sur plein d'autres choses. Et cette boutique est exceptionnellement ouverte ce soir. Et vous allez pouvoir y découvrir aussi un peu de mes objets, de ma vaisselle. Et le livre également. Et Jean-Claude va signer aussi. D'ailleurs, j'invite tout le monde à se retrouver dans le lobby pour le cocktail et la séance de signature avec Jean-Claude. Merci beaucoup, Philippe Denis. Merci. Aussi. Bravo. Très beau travail.